Le vice-premier ministre mauricien reçu à la présidence de la République. La coopération bilatérale entre les deux pays était au centre des échanges qui ont d'ailleurs débouché sur une rencontre d'affaires entre les deux parties. Et puis l'ENS, l'école normale supérieure, organise à partir de demain des journées pédagogiques. Et justement, dans ce journal, nous recevrons un invité pour en parler. Le docteur Charles-Philippe Assembe est là. C'est le chargé des relations avec la presse pour ce qui concerne cet événement. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité renouvelée et bon confort d'écoute. Nous vous le disions, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin le vice-premier ministre de la République de l'île Maurice. Au menu donc des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est ce que nous rapporte Ali Reynald Radjumba Barthelbois, Anissé Sambaboubou de la presse présidentielle. Arrivé à Libreville dans le cadre du Forum économique Gabon-Île Maurice, le vice-premier ministre de l'économie et des finances de la République de Maurice est allé présenter ses civilités au président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il a également mis à profit cet instant pour évoquer avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, les questions liées au renforcement des relations entre les deux pays. J'ai fait savoir à son Excellence le Président que je dirige aujourd'hui une délégation d'une vingtaine d'hommes d'affaires mauriciens. Nous sommes tous émerveillés par ce pays, la beauté du pays, la beauté de l'environnement et surtout le potentiel qui existe pour le développement économique. J'ai aussi félicité Monsieur le Président et tout le gouvernement pour la forte croissance que connaît la République gabonaise. Et si nous avions ce taux de croissance à Maurice, nous serions très heureux. En effet, le Gabon et l'île Maurice entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale. Les deux pays ont aussi de positions communes sur un certain nombre de dossiers. La visite du chef de l'État en octobre a vraiment été un point tournant pour les relations entre l'île Maurice et la République gabonaise. Nous sommes ici justement grâce à la visite du président qui a créé un déclic dans la population mauricienne. La présence du vice-premier ministre de l'économie et des finances de la République de Maurice au Gabon réaffirme également les ambitions des deux pays à intensifier la coopération sud-sud. Voilà, cette rencontre avec le chef de l'État qui a aussitôt débouché sur une rencontre d'affaires entre les parties mauriciennes et gabonaises. Une rencontre qui ouvre donc là, vous l'aurez bien noté, la coopération économique entre les deux pays. Cette rencontre a donc été rehaussée par la présence de vice-premier ministre mauricien. Moussa Ndiengi, Victor Mundunga, compte rendu. Ces rencontres d'affaires visent à donner aux entrepreneurs gabonais et mauriciens un cadre d'échange qui leur permet d'explorer ensemble les opportunités de partenariat et d'établir les bases d'une coopération économique plus dynamique entre les deux États. La présence du vice-premier ministre de l'île Maurice et d'une importante délégation lors de ce forum témoigne leur détermination à construire un solide axe économique Gabon-Maurice. L'expérience de l'île Maurice est un modèle pour le Gabon. Car depuis son indépendance en 1968, Maurice a connu une évolution économique fulgurante. Ces rencontres donc vont nous permettre à la partie gabonaise de présenter les formidables atouts et opportunités dont dispose notre pays. Les diverses sociétés mauriciennes ici présentes sont un aéropage significatif pouvant couvrir et contribuer à la mise en œuvre des divers projets du plan stratégique Gabon émergent. Le Gabon dispose d'indéniables atouts avec sa très riche dotation en ressources naturelles. En outre, il a mis en place un environnement des affaires propice à l'investissement. C'est donc une destination qui devient de plus en plus prisée. En ce qui concerne Maurice, l'île est réputée pour ses performances économiques. À cet égard, le classement établi par les organismes internationaux tels que la Banque mondiale et son Doing Business montre que ce pays est devenu une référence, y compris pour les pays avancés. Le gouvernement mauricien soutiendra avec détermination tous les projets de partenariat entre nos deux pays. Les possibilités d'investissement croisés de Maurice vers le Gabon et vice-versa sont bien réelles. Nos deux pays connaissent une forte croissance qui nécessite non seulement des moyens financiers importants, mais aussi des ressources humaines adéquates. Ces deux facteurs clés joueront un rôle prépondérant dans le développement économique de l'île Maurice et du Gabon. Les hommes d'affaires gabonais ont en conséquence tout à gagner à s'inspirer de l'expérience mauricienne.
En effet, ce pays a de nombreuses similitudes avec le Gabon, notamment une population relativement faible, la liberté d'entreprendre, la grande ouverture sur la mer et sur le monde, des potentialités en matière de tourisme. Par ailleurs, la République de Maurice est passée d'une monoculture de plantation avec la canne à sucre à une économie diversifiée. Que les présentes rencontres soient l'occasion pour les hommes d'affaires des deux pays d'explorer toutes les voies susceptibles de développer des partenariats prometteurs, notamment en termes de co-investissement. Je souhaite également que vos échanges permettent un véritable partage d'expériences. Ainsi, les zones économiques spéciales que le Gabon met en place pourraient tirer profit de l'expérience mauricienne. Cette rencontre d'affaires Gabon-Maurice promet une bonne coopération entre les investisseurs mauriciens et les hommes d'affaires gabonais, en jugé par la qualité de la délégation qui accompagnait le vice-premier ministre de l'île Maurice au Gabon. Depuis Gabon Mining Logistique, Moussa Nziengi Boussourou et Victor Mundunga pour Gabon Télévision. Et puis sur un tout autre plan, on parle du fonctionnement de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Et c'est d'ailleurs pour discuter de tout cela que les membres de cette commission ont échangé ce matin avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, Claudel Eoré Richon, Alain Serge Eyene, Patrick Demabio, presse primature, compte rendu. Après sa nomination, le Premier ministre, le professeur Daniel Ona-Ondo, reçoit les félicitations des membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel en sa qualité de patron de l'administration. Occasion pour le président Blaise Lionel Memiague de passer en revue le fonctionnement de cette institution autonome et indépendante dont la mission est de veiller au bon usage des informations personnelles. Nous sommes venus rencontrer le Premier ministre pour déjà lui présenter nos félicitations et aussi parler avec lui d'un dossier qu'il connaît bien, la protection des données à caractère personnel dans notre pays. Bon, nous sommes au stade de mise en place. Bien sûr, nous n'avons pas attendu d'être complètement assis, donc avoir toutes les commodités pour pouvoir commencer. Nous nous sommes déjà lancés dans un certain nombre d'activités que nous sommes venus évoquer avec le Premier ministre. Notamment, nous avons rendu des avis sur l'enrôlement biométrique. Nous avons également autorisé le gouvernement à procéder au recensement général de la population. Et puis il y a d'autres choses, un certain nombre d'actions que nous ne pouvons pas évoquer ici. S'appuyant sur les dispositions législatives, le président de la CNP-DCP a de manière insistante sollicité le soutien du chef du gouvernement et toute son équipe afin que la structure mise en place en 2012 seulement puisse atteindre ses objectifs. Alors la perspective est toute simple, continuer à avancer dans le sens que nous avons pris. Donc continuer à développer notre commission et remplir ses missions au niveau national, mais aussi nous affirmer sur le plan international pour que le Gabon figure parmi les grandes nations protectrices des données à caractère personnel dans le monde. La réponse du Premier ministre Ona-Ondo fut globalement satisfaisante. Tant les conseils prodigués à ses commissaires sont allés dans le sens de la promotion des libertés individuelles et des droits de l'homme. Le Premier ministre reconnaissant le caractère sensible de cette administration bien particulière. Et puis notez que le vice-président du Conseil national de la communication, Mme Brigitte Tanguy-Diop, informe l'ensemble du personnel du CNC et le monde de la communication que la passation de service entre messieurs Jean-François Ndongou et Guy Bertrand Mapangou, respectivement président entrant et sortant de l'institution, aura lieu demain, mardi 18 mars 2014, à 14h30 au siège de l'institution. Bien sûr, la presse nationale et internationale est cordialement invitée.
Dans l'actualité, ce séminaire de perfectionnement à l'intention des cadres dirigeants de la Direction générale de la Poste, les outiller sur le suivi des projets est donc l'objectif que doit atteindre le cabinet d'études Géothème chargé donc d'animer ce séminaire. Compte rendu, Jean-Augustin Diengui, Victor Mundunga. Destiné aux cadres dirigeants de la Direction générale de la Poste, cet atelier de formation sur les outils de pilotage et de management vise à renforcer les compétences opérationnelles des chefs de projet, notamment dans l'identification, la planification, l'exécution et le suivi de projets de développement, ainsi que dans la conception et l'élaboration des termes de référence répondant aux exigences de l'administration des finances publiques. Dans ce cadre de la réorganisation du département ministériel, il y a de nouvelles directions générales qui ont été créées, notamment cette direction générale de la Poste, dans laquelle nous évoluons. Et donc, tous les cadres dirigeants qui ont été nommés à des postes de responsabilité dans nos directions générales sont des experts pour la plupart du secteur des postes. Mais qui dit expert du secteur des postes ne veut pas forcément dire que nous ayons tous une expérience, une expertise dans la gouvernance. Voilà pourquoi ce séminaire pour nous était important pour que nous puissions avoir les outils de gouvernance qui sont utiles pour mener à bien le projet du chef de l'État, à savoir le PSGE. Une démarche conforme à la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui lors de son adresse à l'administration centrale soulignait, je cite, « La formation de base des agents de l'État comme leur perfectionnement continu doivent être une préoccupation constante des pouvoirs publics. » Je me sois plaît d'exprimer ma gratitude de notre pays, en tête desquels son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour qui le renforcement des capacités au service de l'émergence est une priorité. Compte tenu de la qualité et de l'expérience des intervenants et au regard de la pertinence des thèmes retenus pour cet atelier, je suis persuadé que les résultats obtenus seront de grands. Et puis on parle société à présent avec tous ces chantiers, du moins plusieurs chantiers d'aménagement du réseau routier qui connaissent des difficultés dans la capitale gabonaise. C'est le cas notamment à Dzengayon, dans le 6e arrondissement de Libreville. Les secteurs dragage et Montalier sont au cœur du regard de nos reporters Léa Bifan, Pierre Claverella et Francis Mbanja. Quartier Nzerayon, dans le 6e arrondissement de Libreville, nous sommes à la zone appelée dragage où la modernité est loin d'être visible. La route à elle seule ici fait problème. On se croirait dans un champ de bataille, pourtant on est bien à dragage. Quand vous entendez dragage, c'est presque, je vais vous dire, ce sont les routes de l'enfer qui sont là-bas. Là, il n'y a ni eau, ni courant. Regardez le minimum qui est ici. Même uniquement prendre un seul camion de latérite, venir bêter tous les rats qui sont là. Personne ne lève le petit pouce pour le faire. Et quand il pleut ici, la route se transforme en patinoire avec la boue. Du coup, les chaussures des habitants deviennent des patins et les cordonniers en tirent profit. Ici, les cordonniers sont ici comme des rois. Parce que tous les jours que nous passons, chaque Gabonais que vous allez voir passer à dragage, il a 2 paires de chaussures. Et avec ces 2 paires de chaussures, il y a une paire de chaussures qu'il met d'Oban, au bas à terre, à gauche, à droite, jusqu'à dragage, et l'autre paire de chaussures est pour aller avec ça en ville. Vous me voyez comme là où je suis contraint d'amener 2 paires de chaussures, l'autre paire de chaussures, il vient la déposer là, à ma gauche, et maintenant c'est une autre que j'ai mis pour pouvoir aller. Non loin de là, une situation similaire à Montalier, où la route a perdu toute sa beauté. Le spectacle est gratuit. Voilà, il faut donc être un véritable stratège pour habiter certains quartiers de la capitale gabonaise. Se communiquer à présent à l'intention des entrepreneurs gabonais. Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative de l'année 2014, qui devra prévoir des mécanismes efficaces de mise en place de la nouvelle politique sociale et des infrastructures d'accompagnement, eh bien, le ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale invite tous les opérateurs économiques ou entrepreneurs ayant des engagements en cours avec son département ministériel à bien
bien vouloir prendre part à la séance de travail qu'il présidera le jeudi 20 mars 2014 à 14h à son cabinet situé derrière l'agence Air France. Pour des échanges objectifs et porteurs, il aurait demandé de se munir des documents. Ci-après, pour les marchés ou les prestations livrées mais non payées, une copie de la convention signée avec le ministère ou la lettre de commande des travaux signée par le ministre ou le secrétaire général, et puis une copie du bon de livraison des travaux ou des prestations. Et pour les chantiers inachevés et payés en partie, vous munir donc d'une copie de la convention signée avec l'État ou la lettre de commande des travaux signée par le ministre ou le secrétaire général, un document présentant l'état d'avancement des travaux, également un document retraçant le paiement déjà effectué par le Trésor public, encore un document explicatif des retards accusés dans les travaux et puis une proposition d'évaluation financière des travaux restants à être effectivement exécutés. Un communiqué signé donc du ministre Brigitte Anguillet-Bas, ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale. Et puis dans le cadre de la lutte contre les problèmes de portée mondiale, eh bien le Japon s'est donc engagé à apporter une aide aux pays des régions en développement. Au Gabon par exemple, cette aide se matérialise dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et la pêche. Quels sont donc les enseignements, sinon les rapports de cette coopération nippo-gabonaise? C'est ce que nous allons découvrir donc dans ce reportage de Cabrel Guillain-Lemami et de Pierre Claverella. De nombreux pays africains connaissent une forte croissance économique stable grâce au développement de leurs ressources ces dernières années. Au Gabon, l'Agence japonaise de coopération internationale envoie chaque année des jeunes volontaires pour une période de 2 ans. L'objectif recherché est d'apporter leurs connaissances dans les domaines de la pêche, de l'enseignement, de la santé et de l'agriculture. Déjà, plusieurs grands projets ont été réalisés dans le cadre de la coopération nippo-gabonaise, à l'instar du centre de pêche artisanat de Lambaréné qui fait aujourd'hui la fierté des populations de cette localité. C'est plus d'une centaine de jeunes japonais qui travaillent en faveur des populations de notre pays et qui sont intégrés dans les communautés locales. J'ai fait pour avoir une expérience, pour savoir la forme de bonbons. Les enfants apprennent par le dessin. Les relations, elles sont au beau fixe. Madame Yuki a travaillé avec nous pendant 2 ans. Il n'y a pas eu de problème. Elle est vraiment très courtoise. Et elle sait qu'elle est venue pour travailler. Et c'est ce qu'elle a fait. La coopération Japon-Gabon est très bonne. Très bonne dans la mesure où elle apporte au Gabon beaucoup de choses. Dans le sens du développement. Dans l'éducation. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses au Japon. D'abord, l'éducation centrée sur l'enfant, basée sur le jeu. En ce qui concerne le domaine de la formation, l'Agence japonaise de coopération internationale envoie des jeunes Gabonais en stage au Japon pour renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines. Dans d'autres domaines, nous avons vu des compatriotes gabonais au Japon, dans le domaine de la forêt, par exemple, de l'environnement, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine de l'agriculture et bien d'autres organisations. Le transfert des expériences de savoir-faire technique et de la pratique japonaise dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture contribue d'une manière directe à la prospérité de notre pays. Un exemple de coopération qui porte déjà des fruits. Nous vous le disions en propos liminaire, l'ENS, l'École normale supérieure, organise à partir de demain des journées pédagogiques autour du thème « Le basculement de l'ENS au système LMD ». Quel bilan à mi-parcours et quelle perspective? Et justement, pour nous parler de ces journées pédagogiques, un invité, nous recevons sur ce plateau le docteur Charles-Philippe Assembe est là. Bonsoir docteur. Bonsoir Marcel. Alors, je précise que pour cet événement, ce qui concerne ces journées pédagogiques, vous êtes donc le chargé des relations avec la presse, c'est ce qui justifie votre présence parmi nous ce soir. Alors, journée pédagogique à l'ENS à partir de demain, situez-nous un tout petit peu l'intérêt finalement de ces journées. L'intérêt, vous savez, depuis 2011 à peu près, ou un peu en deçà, si on fait un recul en arrière ou bien un feedback en rapport avec ce qui se passe
ou à Masuku, à l'UOB. On va dire quoi, 2, 3, 4 ans maintenant? Voilà, il est question effectivement du LMD dans le système universitaire gabonais. Et depuis 2011, effectivement, l'ENES a ratifié ces textes, ou bien ces protocoles, ou bien ces conventions universitaires. Et donc, depuis 3 ans, nous sommes en phase de pilotage, en phase d'expérimentation. Et cette année, il est question de faire une espèce d'audit interne pour essayer de voir ce qui ne va pas, ce qui avance, enfin, une espèce d'auto-évaluation. Auto-évaluation. Et c'est ce qui se fera donc au cours de ces journées pédagogiques prévues pour 2 jours. C'est bien cela, à partir de demain. Alors, des thèmes intéressants hein, dans le programme. Il est prévu donc des conférences-débats et des communications. Là, par exemple, il y a comme conférence-débat le LMD dans une école de formation des formateurs et une communication sur les indicateurs d'évaluation de performance d'un système LMD. Alors, une question taraude quand même au regard de ces thèmes. Alors, on sait que l'ENS, il n'y avait pas de redoublement possible hein, par rapport à l'ancien système. Or, le LMD, les étudiants sont confrontés à toutes ces matières qu'il faille valider absolument pour accéder en classe supérieure. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Il se passe effectivement, comme vous le dites, que l'ENES est un établissement professionnel, on forme les formateurs. Et parallèlement à l'UOB, où nous sommes en faculté, ou à Masuku, vous voyez donc ici, la question du redoublement est de mise. Or, l'ENES, au départ, ou bien les écoles normales sont des écoles très élitistes. C'est-à-dire qu'on y entre, on doit faire un parcours. Si c'est 2 années, 2 annuités, effectivement, il faut faire 2 annuités. C'est 3 annuités, il faut faire 3 annuités. Et donc, finalement, le redoublement n'est pas possible. Et je crois que l'une des questions cruciales ou bien épineuses auxquelles, effectivement, les membres de cette journée auront effectivement à trancher, c'est effectivement dans quel contexte qu'on peut appliquer le LMD sans trop faire souffrir effectivement ce principe élitiste qui veut effectivement que finalement le redoublement ne soit pas admis, ou bien à quelles conditions est-ce que finalement on peut intégrer le système du passage conditionnel comme il y en est le cas à l'UOB. D'accord. Alors, les débats se poursuivront donc au cours de ces journées pédagogiques. Alors, à part ces communications, peut-être vous souhaiteriez insister sur une articulation particulière dans le déroulement de ces journées? Bien sûr. Bon, la première journée, comme vous voyez, c'est l'ouverture effectivement des journées avec l'allocution du professeur Inquiète, qui est l'actuel directeur général de l'ENES. Et puis, tout de suite, on commence avec les travaux. Et deuxième journée, c'est plutôt là où, effectivement, à partir de 10 heures, que les grandes conférences vont se tenir, comme pour essayer de créer davantage un bouillonnement. Pourquoi? Parce que finalement, il sera davantage question de mettre en place des protocoles d'évaluation. D'accord. Ce ne serait plus effectivement, c'est pas des débats qui vont porter sur la conception des projets, mais davantage comment effectivement contrôler ce nouveau système qu'on vient de mettre en place. Et donc, dans les conférences, vous avez LMD dans une école de formation des formateurs. Il y a plutôt effectivement cette autre communication qui est très importante. Les indicateurs d'évaluation de performance d'un système LMD. Ici, on parle effectivement de performance, alors que finalement, le gouvernement est en train effectivement de mettre en place un système de contrat, le fameux contrat de performance pour effectivement les fonctionnaires et pour tout le monde. Et si il m'est arrivé de raconter au quartier en disant aux gens que, vous savez, ce contrat de performance-là, mais moi je suis enseignant ou à l'UOB ou à l'ENES quand je suis dans un amphi, mais ça fait depuis que moi j'en parle, depuis effectivement la conférence de Bologne, la fameuse conférence qui a voulu effectivement qu'on parle de l'école comme effectivement un système qui nous permet d'arriver à de produire des personnes capables d'être employées, on parle de l'employabilité. Et puis, quelque chose de très intéressant, dans tout ce système de LMD, il est davantage question de renverser le système. Parce que vous le savez très bien, notre système éducatif est héritier de l'école coloniale où une certaine verticalisation s'impose. C'était l'école du blanc et donc on va effectivement pour soit singer le blanc, soit pour effectivement gober ce que le blanc nous impose. Or, dans l'employabilité, il est déjà question
de mettre en place des indicateurs d'évaluation. Des indicateurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la connaissance soit quelque chose qui nous permet de réfléchir ce que nous savons et davantage à construire quelque chose de palpable. D'où on parle beaucoup plus de compétences. D'accord. En tout cas, c'est sûr que ce sont des débats très très intéressants qui seront et des communications intéressantes qui seront donc développées au cours de ces 2 journées pédagogiques. Simplement, un dernier mot, hein, votre invite. Rappelez que ça commence demain à partir de 8h30, c'est bien cela? À partir de 8h30, 9h, vous attendez qui? dans les arrêtés des participants. Donc vous invitez le public, c'est cela? Public, c'est nombreux, les éducateurs. Parce que finalement, il est question de l'ENES, et vous n'êtes pas sans ignorer que l'ENES est à l'interface entre le système éducatif du secondaire et le système universitaire, et davantage aussi, comme on l'a dit, la société tout entière, le gouvernement. Et donc, il en va vraiment de l'école gabonaise. Effectivement. Allez donc prendre part à ces journées pédagogiques organisées par l'ENS, l'École normale supérieure, à partir de demain. Journée donc autour du thème le basculement de l'ENS au système LMD. Nous recevions donc pour en parler le docteur Charles-Philippe Assembe est là. C'est donc le chargé des relations avec la presse pour ce qui concerne ces journées pédagogiques. Vous restez avec nous, docteur, pour la suite donc de l'actualité. On parle des aires protégées d'Afrique centrale qui rencontrent d'énormes difficultés dans leur fonctionnement. Il s'agit essentiellement du pan donc de l'insuffisance des capitaux, donc des moyens, et sans oublier bien sûr le sempiternel problème de braconnage. C'est ce que nous rapporte dans cet élément Biwagou Mikala sur des images de John Michel Boudega. Au terme de la 3e session du comité de pilotage du programme écosystème fragilisé d'Afrique centrale, ECOFAC 5, les principaux responsables du réseau des aires protégées d'Afrique centrale ont sans équivoque fait le diagnostic de cette structure dont l'importance n'est plus à démontrer. D'abord, le secrétaire exécutif sortant. Nous avons doté également le RAPAC d'infrastructures de travail au niveau du siège, une base de données, un centre d'archives, on a un site internet, on a développé un réseau de partenaires. Quant à son successeur, celui-ci a tenu à faire état des problèmes auxquels il doit faire face. Nous avons beaucoup de problèmes financiers actuellement au niveau du fonctionnement et au niveau de nos activités sur le terrain parce qu'il n'y a pas la contribution des États qui arrivent. Le président, de son côté, a mis un accent particulier sur les difficultés financières que connaît le RAPAC. On traverse une période critique et pourtant c'est une institution sous-régionale très importante. Très important parce qu'elle est en charge de la gestion des aires protégées de notre sous-région. Un domaine très à l'ordre du jour aujourd'hui, la préservation de la biodiversité, la préservation de notre nature. On va voir tous comment faire avec le bailleur de fonds traditionnel, le bailleur de fonds potentiel. On va aussi, à travers l'administrateur, porter ces situations aux États membres pour voir comment soulever la situation de RAPAC et comment améliorer cet état de santé. En dehors des problèmes financiers, il y a lieu de souligner le braconnage, véritable menace pour la faune africaine qu'il faut combattre avec efficacité et détermination. Et puis le Front uni des syndicats libres a procédé récemment au lancement officiel de ses activités et également à l'installation des membres de son bureau exécutif national. La cérémonie était dirigée par son président Emmanuel Mveba. Le compte-rendu, par contre, est celui de Lolita Obono et Pierre Claver est là pour les images. Fusil. Entendez par là le Front uni des syndicats libres. Il regroupe en son sein une vingtaine de syndicats issus de plusieurs ministères et institutions. Son président Emmanuel Mveba a procédé à son lancement et à l'installation de son bureau exécutif national en ce jour. Nous avons reçu des milliers de demandes et d'appels venant des compatriotes qui apprécient à juste titre nos actions et démarches syndicales. Nous proposons d'adopter une nouvelle démarche
qui consisterait à la création d'une nouvelle force de revendication et de proposition élargie aux organisations non gouvernementales et associations. Oui, chers compatriotes, nous l'acceptons après examen minutieux et cela obéit justement à notre sens traditionnel de responsabilité, de patriotisme et de dialogue. C'est pourquoi nous déclarons ce jour, samedi 15 mars 2014, la création du Front uni des syndicats libres, en abrégé FUSI. Le Front uni des syndicats libres se donne plusieurs missions. La lutte ouvrière encadrée dans la responsabilité. Nous disons bien dans la responsabilité. Il privilégiera les concepts de dialogue permanent, la concertation et l'esprit d'équipe. Son objectif stratégique sera sa participation à la construction d'un Gabon d'avenir avec l'implication de toutes les composantes sans exclusive. C'est pourquoi nous vous annonçons ce jour la tenue à Libreville dès la semaine prochaine d'un grand séminaire atelier sur le thème « La place des acteurs non étatiques au développement économique et social du Gabon ». Pour y parvenir, tous les syndicats, ONG et associations y seront conviés à raison de 5 représentants par organisation. Au sortir de ce conclave, un rapport sera remis au président de la République, chef de l'État. La cérémonie d'installation s'est achevée par la signature d'une convention de bonne conduite et le fusil annonce déjà ses couleurs avec une manifestation dans les prochains jours. Et puis le SATAG, le syndicat autonome des taximens du Gabon, sort de son silence. Et c'est d'ailleurs à l'occasion d'une déclaration faite à la presse hier que le président du syndicat, André Zogumba, a décliné les axes de ses actions sur le terrain et également les grandes orientations dans ses relations avec les pouvoirs publics en matière de transport urbain. Il était au micro de Jeanne Minko et les images de Christelle Maïnda. Après avoir observé un silence sur la scène syndicale des transporteurs, silence qui a permis à cette entité de la société civile de relever les mots qui minent le monde des transporteurs, André Zogumba, président du SATAG, a fait un réquisitoire cinglant à l'endroit de ses confrères réduits à l'état d'esclavage dans l'exercice de leur métier, sans pour autant chercher à remédier la situation, malgré la présence sur ce champ d'autres syndicats dévolus à améliorer les conditions d'existence des acteurs de leur corporation. Tout en restant fidèle au cahier de charges que son syndicat a élaboré dès sa création le 5 octobre 1999, l'orateur dégage d'autres pistes de réflexion en vue d'assainir le secteur des transports. Le SATA, pour une organisation rationnelle du transport, lance un appel pressant à Madame le ministre des Transports de convoquer les états généraux des transports terrestres afin d'assainir le secteur et mettre en place une vraie politique de transport au Gabon. Doivent prendre part ministère des Transports, ministère des Travaux publics, ministère du Travail, ministère des Droits humains, ministère de l'Intérieur, ainsi ses démembrements, ministère de la Défense nationale, ministère de la Justice, ministère de la Communication, le conseiller du président de la République pour le transport et le conseiller du Premier ministre pour le transport. Au président du Conseil économique et social, malgré que le transport ne soit pas représenté au Conseil économique et social, le SATA loue les réformes entreprises par le président de cette institution, Paul Yomba, les réformes qui cadrent avec le plan stratégique Gabon 2025. Toute chose qui, selon André Zogumba, permettra de libérer le taximan de ses geôliers et de prendre part activement au plan stratégique Gabon 2025 avec la mise en place d'un vrai plan organisationnel du transport urbain et suburbain. De cette édition d'information, on parle de la finale de la première édition de la Coupe dédiée au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, initiative de l'UJPDG, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, qui a donc connu son épilogue hier au stade de Nzengayong par la finale ayant opposé l'équipe de l'UJPDG du 5e arrondissement à celle d'Akanda. Le compte-rendu de Dave Moubele du service des sports. Pour son 46e anniversaire, le Parti démocratique gabonais, via son organe spécialisé,
l'Union des jeunes du parti, en abrégé l'UJPDG, a organisé la première édition de la Coupe du distingué camarade président. Ali Bongo Ondimba, qui a connu son épilogue au stade Nzengayon par une finale riche en émotions ayant opposé la formation de l'UJPDG du 5 centre d'Akanda, et ce, en présence de plusieurs hiérarques du parti de masse. C'est le secrétaire général en personne, Faustin Boukoubi, qui a donné le coup d'envoi de cette finale, qui n'a laissé aucun rendre d'observation pour les 22 acteurs sur l'heure de jeu. Très entreprenant et collectif, le Codrissa, servi par De Souza Moreno, se fera faucher dans la surface de réparation par Arnaud Acom. Le pénalty est indiscutable. On va suivre ce pénalty qui sera exécuté par Umaga Jordi. Voilà, c'est parti. Le but de Nakanda. Un but. Drissa se fait justice et remporte son face-à-face. 1-0 pour les Akandais qui peuvent jubiler. C'est le score à la pause. La seconde période sera l'affaire des joueurs du 5e arrondissement, mis sous orbite par Mekzougué Samuel. Le capitaine courage du 5e arrondissement, Kouandende Samson, rétablit le marquoir à la 89e minute. Un but partout. L'épreuve des tirs au but était la seule issue pour départager les deux formations. À cet exercice, les Akandais se montreront beaucoup plus adroits et inscriront 5 tirs contre 4 pour les joueurs du 5e qui peuvent mettre des regrets sur ce match. Et la joie de monsieur le maire d'Akanda, oui. Le maire d'Akanda. Qu'est-ce qu'il pète en joie, oui. Le maire d'Akanda. La remise des médailles et du trophée ont mis un terme à ces festivités qui ont été agrémentées par la prestation de plusieurs artistes et groupes de danse invités à cette manifestation. Rendez-vous est pris pour la 2e édition lors du 47e anniversaire du PDG. Notez simplement que le vice-président du Conseil national de la communication, Mme Brigitte Tanguilé Diop, informe l'ensemble du personnel du CNC et le monde de la communication que la passation de service entre messieurs Jean-François Ndongou et Guy Bertrand Mapango, respectivement président entrant et sortant de l'institution, aura lieu demain, mardi 18 mars 2014 à 14h30 au siège de l'institution et que la presse nationale et internationale, bien sûr, est cordialement invité. Pierre Claver-Elache a donc assuré les cadres de cette édition d'information. C'est donc la fin de ce journal, coordonné par Yannick Evung et toute son équipe. Ils se joignent à moi pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.